Alors bonjour tout le monde, capsule sur la Chine. Il y en a quatre en fait qu'on va avoir. Donc ici on est dans la capsule 1. On ne parlera pas tout de suite de la Chine, on va plutôt parler de l'ère extrême orientale ou l'ère asiatique, qui est notre ère culturelle numéro 3 en fait qu'on va voir, notre numéro 2 je veux dire qu'on va voir parce qu'on a vu l'ère occidentale et là on va voir l'ère asiatique. Alors rapidement, si on regarde en fait qu'est-ce qui se passe dans l'ère asiatique ou dans l'ère extrême orientale, alors on va aller chercher du marqueur. Vous avez à compléter les mots comme d'habitude. Alors au niveau de la localisation géographique, c'est pas compliqué, c'est tous les pays en fait de l'Asie, surtout fait référence à l'Asie de l'Est ou à l'Asie qu'on dit du Pacifique. Donc c'est toute la région qui est ici proche de la Chine en fait, qui est en Asie de l'Est, ainsi que l'Asie qu'on dit de l'Asie du Pacifique fait référence à l'ère extrême orientale. L'Inde, malheureusement, ne fait pas partie de cette ère-là. Pourquoi? Parce que c'est pas la même religion, c'est plutôt l'ère indienne avec l'hindouisme. Et le Moyen-Orient non plus n'en fait pas partie à cause qu'ils sont plutôt musulmans. Donc, le Moyen-Orient non plus n'en fait pas partie parce qu'ils sont plutôt musulmans. Naturellement, vous allez avoir une carte de l'Asie et de la Chine à créer pour un examen futur. Toujours dans l'ère extrême orientale, alors si on parle un petit peu plus ici des caractéristiques physiographiques, donc au niveau du relief, il faut comprendre qu'en Chine et en Asie, on est vraiment très très grand, c'est des grands pays, donc on a plusieurs possibilités, un peu comme au Canada. Donc on a plusieurs plaines qui sont très importantes en fait, entre autres pour la culture du riz, et ces plaines-là se trouvent en général le long du littoral, donc le long des côtes en fait, pour la culture. On a aussi de nombreux archipels, dont Taïwan, le Japon, etc., etc., qui se retrouvent à cet endroit-là. On a un delta aussi très imposant qui est comme une ouverture sur des rivières qui tombent en fait dans l'océan. Et ce delta-là va favoriser en fait l'urbanisation. Pourquoi? Parce que l'urbanisation en fait se fait toujours proche de l'eau comme on l'avait vu. On a aussi plusieurs grandes villes, grandes métropoles, des hautes montagnes qu'on appelle beaucoup l'Himalaya en tant que tel, des hauts plateaux qui sont plutôt propices à l'élevage. Ça va? Les climats, ben, on en a plusieurs. On a notre climat de mousson pour les rizières, pour la riziculture. On a du climat équatorial quand on descend plus proche de l'équateur. On a du climat continental quand on est à l'intérieur des terres. Et on a même des climats désertiques, plutôt froids si on monte vers la Mongolie, et plutôt chauds quand on est dans le désert, entre autres, de Gobi. Ça va? L'influence de ces facteurs naturels, c'est quoi? Ben, tout ce qui est plaine et delta, ça va aider entre autres au développement en fait des ports, alors d'avoir des ports commerciaux importants pour le développement économique en fait des pays d'Asie. En ce qui concerne les plateaux, ça va aider plutôt les plateaux au développement de tout ce qui est minier, donc les mines, les ressources naturelles à l'intérieur du sol. Et en Chine, ce qui est le plus exploité, entre autres, c'est le fameux charbon. On va en parler un peu plus tard. Les archipels, eux autres, vont aider pourquoi? Donc, pour tout le domaine de la pêche et pour le tourisme de masse, donc comme l'Indonésie et tout ça, là, on est beaucoup dans le tourisme de masse, donc c'est important. Et les hautes montagnes vont nous aider à faire une frontière, en fait, avec certains pays, une frontière tout simplement naturelle. Toujours dans l'ère orientale ou l'ère extrême orientale ou l'ère asiatique, donc le côté plutôt culturel. Alors, au niveau du côté culturel, il faut comprendre que la civilisation chinoise, c'est une des plus vieilles civilisations du monde. Il faut comprendre aussi qu'on a une importance en ce qui concerne la famille. Donc, la famille est très importante dans la religion, dans la culture asiatique. Et la famille va toujours se soutenir, et ce, jusqu'à temps que les gens soient des aînés. Ça va? Donc, les aînés vont être soutenus par la famille, vont aller habiter chez eux et tout ça. Donc, le concept, en fait, de respect des aînés est très important. On a une écriture qui est très propre à eux, en fait, dont le mandarin, le cantonais, tout ça, qui fonctionne par idéogramme. Donc, c'est plus des idées qu'on va mettre. Donc, c'est une écriture très complexe. Et c'est un peuple qui est très organique et axé beaucoup sur la bonne santé, la méditation, le mental et le physique. La langue la plus parlée dans l'ère asiatique, c'est le mandarin, donc c'est elle qui est la plus répandue en fait, surtout en Chine où il y a le plus de monde. Mais sinon, on a le japonais, le coréen, le malaisien et le vietnamien aussi qui sont parlés. Il y a quelques dialectes ancestrales qui sont toujours en place dans les populations, par exemple, ou dans les régions qui sont un peu plus reculées, tout simplement, et sont en train, tranquillement pas vite, de disparaître. La religion dominante, c'est nécessairement le bouddhisme, mais on retrouve aussi du confucianisme, qui est une espèce de philosophie basée sur l'enseignement en lien avec les aînés et les valeurs familiales. Et on a aussi, naturellement, le taoïsme qui est très populaire.
Cette ère est plutôt une ère de type aussi pacifiste, donc on enseigne la non-violence, à rester plus zen et tout ça, donc la méditation, le chi, etc., etc., donc en Asie. Toujours dans l'ère asiatique, en ce qui concerne la démographie maintenant, donc au niveau démographique, il faut comprendre que 60% de la population de cette ère-là est d'origine chinoise. Donc ça vient pas mal beaucoup de la Chine, si on veut dire, ces populations-là. La natalité est en baisse dans certains pays, mais en augmentation dans d'autres, entre autres en Chine à cause de la politique antinataliste qui avait fait un dérèglement au niveau des hommes et des femmes. Le vieillissement de la population, par contre, est en augmentation pareil au Japon et en Chine, donc Chine et Japon surtout. Et la population ailleurs, ceux qu'on retrouve les plus jeunes, sont surtout en Malaisie et en Indonésie. La répartition maintenant de la population, ils vont surtout aller dans les grandes métropoles pour aller chercher en fait les emplois importants et toutes les sécurités que ça vient en considération. Donc on a Tokyo qui est très important, Shanghai et Séoul. La population aussi qui grandit entraîne certaines problématiques. C'est quoi? C'est qu'on construit trop, on urbanise trop, ce qui fait qu'on a beaucoup de pertes de terres agricoles. Donc, les gens qui vivent plus dans les campagnes, ça amène plusieurs problématiques parce qu'ils sont en train de perdre leurs terres. Toujours dans l'ère extrême orientale, alors 5 grands pôles économiques, c'est lesquels? Donc, on a le Japon, on a naturellement la Corée du Sud, Corée du Nord, on oublie ça, on ne peut pas rentrer là. Singapour, donc Singapour, Chine et Taïwan sont les 5 grands pôles économiques. On retrouve aussi dans ces pôles-là plusieurs industries de pointe, surtout au Japon, et de fortes activités portuaires au niveau commercial aussi. 4 pôles les plus pauvres. Où est-ce que c'est les plus pauvres? Bien, la Mongolie, naturellement, le Myanmar, qu'on appelle aussi la Birmanie, le Cambodge et le Laos. C'est là où il y a le plus de pauvreté. La majorité des pays de cette ère-là sont aussi en développement, ça c'est important de le savoir, et c'est un PIB qui est faible en général, mais qui peut être élevé à d'autres endroits, donc ça peut être variable. On a aussi un IDH qui est plutôt faible à moyen, si on va vers justement le Japon, puis tout ça, là, ça monte tranquillement, pas vite, mais en général, si on fait une moyenne, c'est plutôt faible. Toujours dans l'ère extrême orientale, il reste quelques diapositives. Donc, suite de l'ère occidentale, la culture du riz, l'importance du riz. Il faut comprendre que le riz en Asie, c'est la matière de base, donc c'est la base de l'alimentation. Donc, si un jour on a des problèmes au niveau du climat et que le riz ne vient qu'à ne plus être cultivé ou on a des difficultés, eh bien là, on va avoir des famines majeures parce que c'est leur base alimentaire. Le climat là-bas est vraiment favorable avec les plaines. On en fait même maintenant en altitude et tout ça pour cultiver cette denrée-là. Elle est facile à cultiver. Un haut rendement économique, donc on est capable de nourrir la population qui est très grandissante et on utilise encore beaucoup les modes de culture en fait traditionnels, comme on voit en fait sur les images ici, un petit peu plus dans les régions reculées. L'économie en ce qui concerne l'ère asiatique, alors rapidement, on est très axé sur l'exportation, on essaye de faire compétition aux États-Unis, tout ça, donc on a beaucoup d'alliances en fait au niveau des exportations. On fait énormément de décolonisation aussi, pas décolonisation, de délocalisation, excusez-moi, de la délocalisation dans ces pays-là. Ça veut dire que des entreprises américaines vont aller s'installer, par exemple, en Asie parce que le coût coûte moins cher, les travailleurs coûtent moins cher, etc., etc. Donc, beaucoup de délocalisation. Le marché de l'exportation va surtout où? Donc, en Europe et en Nord américain, donc surtout aux États-Unis. Et on fait des mises en place de programmes de formation pour essayer de soutenir la main-d'œuvre pour pouvoir avoir de plus en plus de haute technologie et que le pays se développe au niveau économique. Le problème dans ces pays-là, c'est quoi? C'est que souvent, on ne respecte pas les normes environnementales, ce qui fait que ça amène énormément de pollution, des grosses pollutions, comme on voit ici là, au niveau des smogs toxiques et des rivières aussi, des lacs et des fleuves. Donc, on ne respecte pas les normes environnementales. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement faire plus de profit. Donc, on ne veut pas changer notre technologie pour perdre de l'argent. Donc, nécessairement, ça arrive à avoir un certain problème de pollution. On utilise, comme j'avais dit, beaucoup le charbon. Suite de l'ère extrême orientale, rapidement. Alors, il faut comprendre qu'on a des regroupements économiques en lien avec l'Asie. Donc, on en a une qui s'appelle l'ANSEA, qui est l'Association des Nations du Sud-Est asiatique. Le but de tout ça, en fait, c'est d'éliminer les restrictions au niveau du commerce, donc des ententes au niveau douanière, par exemple, marché commun, etc., au niveau de l'environnement, certaines difficultés. Et on développe le commerce intérieur, donc on essaie de pousser l'importation.
On sait que l'Asie est partout sur la planète. On retrouve des quartiers de Chinatown partout dans les grandes métropoles, à Montréal entre autres, à Alger en Afrique, New York, Paris, Rio, San Francisco et Canada aussi. On le sait qu'à Vancouver, on appelle maintenant Vancouver Vancouver parce qu'il y a énormément de Japonais, énormément d'Asiatiques qui habitent à Vancouver. Les vrais Canadiens ou les Canadiens pur sang vont plutôt aller sur l'île de Victoria parce qu'ils se font envahir d'ailleurs à Vancouver. Alors voilà pour la capsule sur l'ère asiatique. La prochaine suivra d'ici peu de temps.